Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous propose un exercice d'application sur le transformateur monophasé avec des éclaircissements de quelques concepts et qu'il s'avère nécessaire. Et avant d'entamer cet exercice, j'aimerais bien rappeler le modèle équivalent du transformateur monophasé. Donc, on a vu dans la première partie que RF représente les pertes ferromagnétiques, à savoir les pertes par courant de Foucault et les pertes hystérésis. XM représente la réactance magnétisante. Ça c'est au niveau du primaire. RF absorbe un courant actif à vide. XM absorbe un courant réactif. Au niveau du secondaire, on a ZS, c'est l'impédance qui représente la résistance ramenée au secondaire, responsable des pertes Joule, et la réactance de fuite magnétique. La plaque signalétique d'un transformateur monophasé porte les indications suivantes. Tension nominale U1 égale 5 kV, la tension U2 nominale 230 V, la fréquence est de 50 Hz, la puissance apparente S égale 21 kVA. On donne la section du circuit magnétique S égale à 60 cm² et le champ magnétique maximal B est égal à 1,1 Tesla. Calculez N1, le nombre de spires au primaire. D'après la formule de Bochreau, on a U1, la tension appliquée au primaire, égale 4,44 N1 Pmax fois la section du circuit magnétique fois la fréquence. U1 est en volts, N1 c'est le nombre de spires, B en Tesla, S en mètres carrés et la fréquence F en Hertz. De cette formule, on peut déterminer N1. N1 égale U1 divisé par 4,44 fois Bmax fois S fois F. Dans l'application numérique, on a N1 égale à 5 kV, donc 5000, divisé par 4,44, multiplié par 1,1, multiplié par 60, fois 10 puissance moins 4, puisqu'on a S, puisque la section du circuit magnétique est donnée en centimètres carrés, donc il faut multiplier par 10 puissance moins 4, multiplié par 50, la valeur de la fréquence. Tout calcul fait, on aura N1 égale 3413 spires. Passons aux questions suivantes. Deuxièmement, l'essai à vide a donné les résultats suivants. Sous une tension U1 nominale de 5 kV, on a une tension au secondaire à vide qui est égale à 230 volts. Le courant absorbé à vide est de 0,5 ampères et la puissance absorbée par le primaire, puisque le secondaire est à vide,
il n'y a aucune charge. P10 égale 250 watts. Calculez le rapport de transformation M et le nombre de spires au secondaire. Or, M, le rapport de transformation, est égal à U2 à vide, divisé par U1 nominal, est égal aussi à N2, le nombre de spires secondaires, sur le nombre de spires au primaire. Dans l'application numérique, M est égal à U20, 230 volts, divisé par 5000. 5 10 puissance 3. On trouve M égale 0,046. Puisque M est inférieur à 1, il s'agit bien d'un transformateur abaisseur. Si M était supérieur à 1, on aura un transformateur élévateur. S'il est égal à 1, c'est un transformateur d'isolement. Calculons maintenant le nombre de spires N2. Donc à partir de cette relation-là, on a N2 est égal à M multiplié par N1. Application numérique. N2 égale 0,046, la valeur qu'on a trouvée ici, multiplié par N1, qu'on a trouvé, est égal à 3413. Ça nous donne un nombre de spires N1 égal à 157 spires. On demande de calculer les pertes fer, P indice F, et le facteur de puissance à vide. Sachant que la puissance absorbée à vide est de 250 watts, or la puissance absorbée à vide est égale perte fer plus les pertes joules à vide. Les pertes joules à vide sont négligeables devant les pertes fer, puisque à vide, le courant absorbé, ses puissances sont proportionnelles au carré du courant absorbé à vide. Donc on peut dire que les pertes fer sont égales à la puissance absorbée à vide. Donc les pertes fer sont de l'ordre de 250 watts. Quand cosinus fait un 0, c'est-à-dire le facteur de puissance à vide, il est égal à P10, c'est-à-dire la puissance absorbée à vide, divisé par U1 nominal, plus multiplié le courant I10. Application numérique. On trouve un cosinus à vide, un cosinus phi 10 à vide,
Quelle est la valeur du courant I2 nominal dans le secondaire? On a la puissance apparente S est égale à U2 0 multiplié par U2 nominal. Je dis bien U2 0, c'est la tension à vide et non pas U2. Parce que le transformateur est dimensionné avec la tension U2 0. De là, on peut déduire I2 nominal qui sera égal à la puissance apparente divisée par U2 0. Application numérique, I2 nominal est égal à S1. Après la plaque signalétique, on a S1 égale à 21 kV ampères. Donc 21 multiplié par 10 puissance 3 divisé par U2 0 qui est égal à 230 volts. Tout calcul fait, on aura I2 nominal égal à 91,3 ampères. L'essai en court-circuit a donné les résultats suivants. Sous une tension réduite U1CC qui est égale à 200 volts, on a mesuré une puissance de court-circuit P1CC de l'ordre de 300 watts et un courant au secondaire qui est égal à I2 nominal. Donc I2CC égale I2 nominal. Donc c'est la valeur qu'on a trouvée tout à l'heure qui est égale à 91,3. On demande de déterminer les éléments RS, ZS et XS du modèle équivalent. Donc d'après le diagramme de Cap, de ce qu'on appelle d'après le triangle de Cap, on a RS, XS et ZS. Ici, c'est le déphasage Phi2. Dans la notation complexe, on a ZS égale à RS plus J fois XS. RS est la résistance des deux enroulements, primaire et du secondaire, et XS présente les fuites magnétiques ramenées au secondaire. On va d'abord déterminer RS, puis ZS, et on va en déduire XS. On sait que RS égale la puissance mesurée en court-circuit divisé par le courant I2CC au carré. Est égal aussi à P1CC divisé par I2 nominal, puisqu'on a dit que l'essai en court-circuit est réalisé pour I2CC égale I2 nominal. Donc c'est P1CC sur I2 nominal. Application numérique, RS est égal à 300 watts divisé par 91,3
au carré. On trouve RS égale à 36 milliohms. C'est une résistance très faible pour avoir des pertes très faibles, puisqu'on a un courant ici de l'ordre de 91,3. Pour déterminer XZ, on doit déterminer d'abord ZS, qui est égal à M fois U1CC divisé par I2CC ou bien I2 nominal. Est égal application numérique. On a ZS égale à 0,046 multiplié par U1CC qui est de 200 volts, le tout divisé par 91,3. Ça nous donne une impédance de l'ordre de 101 milliohms. Or, ZS est égal à RS au carré, la racine, pardon, de RS au carré plus XS au carré. Donc, XS est égal à Z carré moins RS au carré. La racine, bien sûr. Application numérique. On trouve XS 94 milliohms. Je rappelle que l'objectif final de l'exercice est de déterminer les éléments de modèle équivalent et par conséquent, on peut déterminer le rendement du transformateur. Dans cette question, on demande de calculer la chute de tension delta U2 lorsque le transformateur débite le courant nominal I2 dans une charge inductive de facteur de puissance cos phi égale 0,83. Donc on va utiliser la relation suivante. La chute de tension delta U2 égale à U2,0 moins U2 est égal à RS fois I2 fois le cosinus phi2 plus XS fois I2 sinus phi2. Donc la chute de tension delta U2 se compose de deux éléments. Une due à la composante résistive et l'autre est due à la composante inductive. Donc on a cos phi est égal à 0,83, on a I2 qui est égal à 91,3, on connaît RS, on connaît XS, on peut déterminer sinus phi2 à partir de cos phi. Donc tout calcul fait, on aura delta U2 égale à 7,5 volts. Sinus phi ici, phi2, est égal à 0,557. On connaît I2, on connaît XS, RS, et bien sûr, le courant I2 nominal. Donc la tension I2 sous laquelle la charge est branchée est de l'ordre de U2,0 moins delta U2.
Ça nous donne U2 égale à 230 moins 7,5. Ça fait 222,5 volts. La dernière question est relative au rendement du transformateur. On rappelle que le rendement du transformateur, c'est la puissance utile sur la puissance absorbée. La puissance utile, c'est U2 fois I2 fois le cosinus I2 divisé par U2 fois I2 fois cosinus I2 plus les pertes. Les pertes ici sont les pertes Joule plus les pertes fer. Les pertes Joule sont égales à la puissance P1cc et les pertes fer sont égales à la puissance P10. U2, on vient de la déterminer, est égal à 222,5 volts. Le cos phi 2 est égal à 0,80. Application numérique. On trouve un rendement de l'ordre de 97%. Sur ce, je vous dis merci de votre attention et à la prochaine vidéo.